Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S810 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 30 mai 2024. Cette émission vous est présentée par le Lumix S5 Mark II, la référence plein format des photographes et vidéastes. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Hugo Ebb pour cette grande discussion au coin du feu. Alors Hugo, on l'a évoqué en préambule de cette émission. Tu es un photographe animalier et réalisateur pour le compte du WWF France, le Fonds mondial pour la nature, première organisation mondiale de protection de la nature. Dominique Leventruoc, directeur de l'engagement au sein du WWF France, nous raconte comment ton talent a progressivement été mis au service des missions de la Fondation avec en point d'orgue ton film sur le Rorcal. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il avait un travail personnel, un petit peu différent, mais très cohérent avec ce que faisait le WWF. Il faut savoir que notre fondation est basée depuis longtemps sur l'émerveillement, le rapport à la nature, la découverte de la vie sauvage. Et on avait avec Hugo quelqu'un qui, à titre personnel, était engagé dans la démonstration, la recherche de la beauté animale. Ça a été assez troublant pour nous de se rendre compte que, en fait, on avait une vraie pépite à l'intérieur du WWF sur un domaine qu'on n'attendait pas. Au fur et à mesure, on a changé son poste. Au départ, il faisait des montages et puis il a fait du tournage. Et puis, depuis maintenant 2 ans, il travaille sur 2 grands domaines, le tournage vidéo et là, notamment avec des tournages de long métrage. Il a fait l'année dernière un film qui s'appelle Rorcal, qui est gratuitement sur YouTube et qui a quand même fait plus de 2 millions de vues. C'est énorme. C'est la deuxième vidéo la plus regardée sur YouTube de la part du WWF partout dans le monde. Et pourtant, il y en a des vidéos sur les animaux. Et bien, cette vidéo-là, qui est pourtant une vidéo longue, puisque c'est un long métrage, a fait plus de 2 millions de vues. Ça a été vraiment important pour nous. Et puis, l'autre côté, l'autre partie de son activité, c'est effectivement de pouvoir bénéficier de sa capacité de prise de vue en tant que photographe, avec un regard à la fois, je dirais, fasciné par l'animal, et puis également un regard émerveillé et un regard qui a évolué au fur et à mesure du temps, puisque maintenant, après plusieurs années passées au WWF, il côtoie des spécialistes, des scientifiques, et le regard qu'il porte est plus seulement celui de la personne amoureuse des animaux, mais également le regard de quelqu'un qui connaît comment ça fonctionne, quelqu'un qui connaît mieux les écosystèmes. Et là, il rentre tout juste d'une mission au Cameroun où il a pu filmer et photographier des gorilles, ce qui est extrêmement délicat. Il a, sur ses réseaux sociaux, il parlait de l'ombre de la forêt en parlant des gorilles parce qu'en fait, ils ont passé plusieurs jours avant d'arriver à photographier un seul spécimen qui était très très loin. Tu nous parles un peu de ce reportage sur les gorilles ? Vu du succès de Rorcal, on s'est décidé, du coup, avec Dominique et les autres équipes du WWF, qu'on allait peut-être faire un deuxième film. Et donc, comme pour le premier film, qui était vraiment centré sur un programme du WWF France, on allait faire un deuxième film qui allait être centré sur un programme du WWF. Cette fois-ci, c'est pas un programme à proprement parler du WWF France, même si le WWF France y contribue. Cette fois, c'est au Cameroun. Donc, on a un bureau local aussi au Cameroun. Et c'est centré sur les gorilles sauvages de l'Est. Je précise de l'Est parce que sur les réseaux sociaux, on voit énormément d'images de gorilles. C'est tout le temps des gorilles des montagnes au Virunga où il y a un écotourisme qui a été créé et honnêtement qui fonctionne très bien, qui permet en fait d'aller voir ces gorilles-là qui sont totalement habitués à l'homme dans un espace totalement dégagé. Et du coup, ce qui se passe avec les gorilles de l'Est, c'est que le WWF essaye, alors excusez-moi je dis WWF parce que WWF à chaque fois. Vous l'aurez bien compris, moi aussi j'ai du mal à le dire. Bon, on n'est pas initié, pardon. Et c'est que du coup, voilà, on essaye de faire un peu la même chose là-bas. En tout cas, nos collègues sur place essayent de faire la même chose, c'est d'habituer ces gorilles de l'Est pour, à terme, créer un écotourisme. Alors forcément, quand on dit ça, ça peut être perçu comme péjoratif parce que c'est vrai qu'on va voir des animaux dans leur environnement naturel. Et moi, le premier, j'ai envie de les laisser tranquilles et que ça se passe comme ça. Malheureusement, la vie, c'est pas noir ou blanc. Si on fait ça, c'est pour une bonne raison, c'est que cette forêt est extrêmement menacée. Je l'ai vu de mes propres yeux.
littéralement, en fait, la forêt est détruite. J'ai vu la frontière entre les champs d'huile de palme et la jungle, qui est vraiment infime. Et en fait, tout ça progresse, sans compter le fait que les gorilles sont des espèces extrêmement menacées parce qu'elles sont aussi chassées pour leur viande localement. Ce qui fait qu'il y a énormément de dangers qui pèsent sur ces espèces. Et littéralement, si on ne fait rien, d'ici 50, 100 ans, soit il n'y a plus de forêt, soit il n'y a plus de gorilles parce qu'ils se sont trop fait chasser. Donc, il faut faire quelque chose. Et l'écotourisme se trouve être un moyen plutôt sain, même si voilà, on va quand même voir des animaux, pour donner un intérêt à cette forêt vivante. Si la forêt rapporte plus vivante que morte, les animaux sont gagnants et tout le monde y est gagnant finalement parce qu'on a aussi besoin de cette forêt, nous, pour nos émissions et pour toutes les raisons qu'on connaît. Et donc, je suis parti cette année faire mon premier tournage pour partir à la rencontre de ces gorilles de l'Est. Et j'ai pris une petite claque parce que c'était littéralement le tournage le plus difficile de ma vie. La jungle est extrêmement difficile. Pourtant, j'ai déjà fait l'Amazonie. Honnêtement, cette jungle-là est bien plus difficile d'accès. C'est très difficile de se déplacer. Et je ne sais pas si, pour ceux qui auront la curiosité d'aller voir mon physique, je ne suis pas le mec le plus sportif du monde. Ouais. Alors, nous qu'on l'a devant nous, c'est une brindille, Hugo Webb. Hein. Non, on peut dire gringalet. Mais... Voilà, gringalet si vous voulez. Et bon, je parte 10 à 20 kilos de matériel sur moi. Je ne suis pas habitué à marcher dans cet environnement. Il fait extrêmement chaud. Pour ma défense, donc pour la première fois, j'ai engagé aussi une équipe avec moi. Donc, il y avait quelqu'un qui était là pour filmer le making-of. Greg, si tu nous écoutes, petit coucou. Et quelqu'un aussi qui était là à mes côtés pour filmer avec moi. Mathias Abrantes, je sais plus, bon, il me corrigera après. Qui lui aussi réalise des films et qui a filmé du coup à mes côtés à ce moment-là. Et ça m'a rassuré de voir qu'en fait tout le monde galérait, hein. Il n'y avait pas que moi. on a tous perdu beaucoup de kilos. On faisait des trous dans nos ceintures avec nos couteaux parce qu'on maigrissait à vue d'œil, littéralement. Mais maigrir, pourquoi? Parce que tu es tombé malade ou parce que c'est juste les conditions qui étaient atroces? Et du coup, est-ce que vous avez quand même réussi à faire des images? Parce que dans son témoignage, Dominique parle de l'ombre de la forêt. C'est sympa les ombres, mais à la fin, ça ne fait pas forcément un film. Ouais, tout à fait. Alors, pour répondre à ta première question, c'était surtout les conditions, en fait. Et je pense un manque d'entraînement et un manque de préparation, littéralement. En fait, nos collègues sur place, qui sont des pisteurs, on les appelle les pisteurs de gorilles, leur job, c'est d'aller tous les jours voir les gorilles pour que le gorille soit habitué à l'humain et ne le craigne pas pour, du coup, comme j'expliquais à terme, créer l'écotourisme. Eux, ce sont des machines de guerre. Les mecs, ils marchent à une vitesse fulgurante dans la jungle, ils transpirent même pas, je ne sais pas comment c'est possible. Et il y a nous à côté, on fait 2 pas, on est en sueur. La jungle, en plus, elle grimpe. Il y a des ronces, des lianes dans tous les sens, des troncs d'arbres. Donc, il faut grimper. À côté de ça, on a notre matériel sur le dos. Donc, on perdait juste beaucoup d'eau. Et on mangeait pas tant parce qu'au final, on était tellement épuisés que le soir, juste, on tombait, on dormait. Donc, c'est ça, en fait, qui nous fait vraiment perdre des kilos. Et je pense que c'est vraiment le changement de climat parce qu'il faisait 40 degrés, taux d'humidité à 95%. Même si tu marches pas, en fait, nous, on était en sueur. Donc, c'est ça qui nous a fait perdre des kilos. Mais le plus dur, comme tu disais, c'était du coup, d'obtenir ces images. Parce qu'effectivement, Dominique a parlé des ombres de la forêt. Parce que ces gorilles-là, c'est littéralement ça. Hein. C'est des ombres. Les feuilles sont tellement denses, il y en a tellement qu'on ne voit pas à 1 mètre de soi. Donc forcément, les pisteurs ont des machettes, mais sans machette, tu ne fais pas à 3 mètres, hein, littéralement. Et le plus dur, du coup, c'était de poser la caméra avec le trépied là-dedans, de faire le focus. Parce que quand vous avez 25 000 couches de feuilles, faire un focus sur un animal qui est noir, dans le noir, c'est très difficile. Donc on a pris une petite claque aussi à ce niveau-là. Pour tout vous dire, les 3 premiers jours, on n'avait aucune image. Donc finalement, la douleur physique, ça allait. C'était plutôt mental, c'était difficile. Parce que quand on est photographe ou réalisateur animalier, je pense qu'on a tous l'habitude, je parle au nom de tous les photographes et animaliers, de souffrir pour obtenir nos images. Parce que voilà, il y a des endroits où c'est parfois inaccessible, c'est souvent des climats assez difficiles. Mais souvent, on obtient quand même quelque chose. Là, c'était sous nos yeux, mais en même temps, on n'arrivait pas à la voir. En même temps, on perdait des kilos. Donc, on avait l'impression de faire tout ça pour rien. Et c'était ça qui était dur, vraiment difficile. Parce que moi, je vous dis, je m'en fous de perdre 50 kilos. Non, 50, tu peux pas. Non, 50, je peux pas, non. Je vais disparaître. Mais je m'en fous de perdre 5 kilos, mais à la fin, je reviens avec un disque dur qui est plein d'images, plein de souvenirs. Là, je suis comme un dingue, quoi. C'est pas grave.
Mais là, je perdais mes kilos et on perdait tous nos kilos et on n'avait pas nos images. Donc, c'était difficile. Mais bon, on n'a pas abandonné. On est quand même reparti avec des choses. Il va falloir que tu y retournes. Oui, il va falloir qu'on y retourne dans tous les cas. Ça, c'est un fait. Ouais. Dans son témoignage, Dominique, il parle de ton engagement. Comment est-ce que tu pourrais le définir ? Je pense qu'il l'a bien décrit. Tout part à la base de ma fascination pour le monde sauvage. Et moi, voir tout ce monde-là disparaître sous nos yeux, parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, la planète est bien plus médiatisée qu'à l'époque et on se rend vraiment compte que les espèces disparaissent, forcément, ça me fait mal. Donc, quand j'ai rejoint le WWF, je vous cache pas que c'était un rêve, en fait, de rejoindre une telle ONG pour protéger, en fait, ce que j'aime. Je pense que j'ai tout dit, hein, l'engagement, c'est préserver ce qui me fascine tant et pouvoir le retransmettre aussi aux générations futures. Et comment on devient d'ailleurs réalisateur photographe au sein du WWF ? Dominique nous dit aussi qu'il a repéré ton talent dans les bureaux, mais ça doit être un poste très très convoité quand même. En fait, à la base, le poste n'existe pas. J'ai été recruté en tant que chargé de com audiovisuel. Donc, mon job, c'était vraiment de faire des vidéos pour les réseaux sociaux ou de gérer des prestataires qui faisaient des vidéos pour nous. Et à côté de ça, comme j'expliquais, moi, je partais beaucoup en voyage, je faisais mes photos, je me développais sur Instagram. Et un beau jour, en fait, c'est Denis Audi, du coup, le chef d'expédition du Blue Panda, qui est venu me voir parce que du coup, j'avais déjà fait plusieurs expéditions sur le Blue Panda en tant que vidéaste. Blue Panda, qui est le bateau sur lequel tu as embarqué pour suivre et filmer l'orque. Le Rorqual, ouais. Le Rorqual. Ouais, c'est ça, tout à fait. Le Blue Panda, c'est vraiment le bateau ambassadeur du WWF et c'est un peu le personnage principal du film Rorqual sur lequel, en fait, on navigue pour partir à la rencontre des animaux. Et donc, Denis, qui est le chef d'expédition sur le Blue Panda, est venu me voir pour me dire, Hugo, ça serait chouette. Moi, ça fait 20 ans que je fais cette mission. Ça serait chouette que tu me fasses une vidéo qui résume un peu tout ce qu'on a fait. Donc au début, Denis pensait logiquement à une vidéo de 10 minutes grand max. Et encore 10 minutes, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas parce que sur les réseaux sociaux, on fait rarement une vidéo de 10 minutes, à part YouTube. Et là, j'ai dit à Denis, écoute, moi, mon rêve, c'est aussi de faire des films. Donc je te propose qu'on fasse un film. Dominique était partant. Denis était partant, donc tout est parti de là, le film a été un beau succès, et à partir de là, on s'est dit, on va en faire d'autres. Et donc mon poste de chargé de com a littéralement évolué en poste de réalisateur. Il y a un cahier des charges particulier à respecter quand vous partez en mission de prise de vue, comme ça. L'image à tout prix, pas à tout prix, j'imagine, du coup ? Non, évidemment que non. En fait, je pars seul pour la plupart du temps, mais je rejoins toujours des gens sur place qui sont des experts dans leur domaine. Je vais prendre l'exemple de la tortue-lutte, où on a vraiment un bureau en Guyane qui connaît très bien l'espèce, qui connaît très bien la région. Et en fait, quand j'arrive sur place, je me nourris de leur savoir. Ils m'expliquent comment approcher les animaux, comment les trouver aussi, c'est hyper important. Et à partir de là, en fait, effectivement, tout est fait dans le respect des animaux et pas l'image à tout prix, évidemment. Quel retour tu fais, quels enseignements tu tires du film Rorqual, qui a été donc le premier de la fondation WWF, et comment tu envisages l'écriture du second, du coup, par rapport à cette première expérience ? En fait, Rorqual, il y a eu vraiment des hauts et des bas quand j'ai fait ce film, parce que c'était la première fois que je me lançais dans un projet comme ça. J'ai forcément eu des moments de doute. Je me suis dit, est-ce que je suis capable de faire un film jusqu'au bout et le rendre intéressant jusqu'au bout ? Alors moi, je vois aujourd'hui plein de défauts au film, chose que quand les gens le voient, ne m'en parlent pas forcément. Et donc, moi, ces défauts-là, j'apprends à plus les recréer sur mon prochain film. Et c'est surtout que j'ai pas envie de faire un copier-coller. Je vois la manière dont on voit le Rorqual, j'ai pas envie de faire un copier-coller sur le gorille, même si au final, parce que si vous avez vu le film, vous constatez qu'au début, le Rorqual, on le voit pas, c'est quelque chose de très mystique. Bon, le gorille, c'est un peu pareil, hein, surtout le gorille de l'Est, on le voit pas. Oui, mais là, on sait pourquoi, c'est parce que tu l'as pas vu. C'est ça. Je l'ai vu, non, mais avec les yeux, on voit un truc bouger au loin. Mais oui, du coup, mon approche va être différente. Et j'aimerais aussi beaucoup, alors comme j'ai fait pour Rorqual, c'est vrai, mais mettre en avant le travail de mes collègues sur le terrain. Les pisteurs font un travail formidable. Ça fait du coup depuis 2013 qu'ils commencent à entrer en contact avec les gorilles. Ils mettent aussi leur vie en danger parce que c'est des animaux sauvages. Et c'est honnêtement, du coup, ça a été plus, en tout cas pour mon premier tournage, une rencontre humaine que animalière. Et c'est aussi ça que je veux mettre en avant dans le film.
Est-ce que tu peux nous pitcher un peu du coup ce que raconte finalement ce film? Je l'ai vu, il y a une histoire de sorte d'autoroute pour les rorquals. Ça le sujet. Ça, c'est la conclusion même. En fait, le film, du coup, il explique comment le WWF étudie les rorquals communs et comment ils font pour potentiellement créer des solutions à leurs problèmes. Donc, il y a un problème majeur pour les rorquals communs en Méditerranée. C'est même leur plus gros problème, au-delà du plastique. C'est vraiment le trafic maritime. Le trafic maritime en mer Méditerranée, il est énorme. Il y a énormément de bateaux qui, tous les jours, fendent les vagues à pleine vitesse sur le territoire du coup, du deuxième plus gros animal de la planète, qui est en fait pas très grand. Donc, les rencontres sont inévitables. Le rorqual se fait souvent percuter par les navires. Et je ne parle pas d'un bateau de plaisance, hein, je parle vraiment de cargo immense. Donc, quand il y a une rencontre et qu'il y a un choc, l'animal, il meurt. Il perd quoi. À 95% des cas. Enfin, c'est très rare qu'il survive. Et on s'en rend pas compte parce que on peut pas voir toutes les collisions qui se passent en Méditerranée. Mais c'est quelque chose qui est dramatique. Au-delà de ça, il y a aussi du bruit. Hein. Les bateaux font énormément de bruit. Ça, j'en parle pas dans le film parce que je voulais pas rendre le film trop long non plus. Mais voilà, il y a plein d'autres problèmes liés au trafic maritime. Et donc, Denis, qui a étudié énormément les déplacements des rorquals, notamment en leur posant des balises sur le dos. D'ailleurs, je vous invite du coup à vraiment aller voir le film parce que la balise est équipée d'une caméra. Donc, on voit littéralement l'animal vu FPS nager avec ses congénères et plonger à des profondeurs de 300 mètres. Enfin, c'est juste extraordinaire. Et ce qui intéresse Denis, c'est pas vraiment les images, hein, ça c'est un bonus. Lui, c'est vraiment calculer les déplacements, voir comment le rorqual se déplace et comment il réagit quand il rencontre un navire. Et donc, avec toutes les données qu'il a accumulées, il s'est rendu compte que, en fait, si déjà de base les navires réduisaient leur vitesse, il y aurait beaucoup moins de collisions. Mais comme il explique, c'est jamais noir ou blanc. On peut pas dire à tous les navires réduisez votre vitesse, ça se passe pas comme ça. Donc, ce que suggère Denis, c'est de créer vraiment des rails de navigation. En tout cas, au moins le tester. Donc, sur certains passages, les bateaux réduiraient leur vitesse et du coup, il y aurait moins de collisions. Ok. Oui, parce qu'un des enseignements de ce film, c'est quand même que le rorqual vit en mer Méditerranée, donc tout près de chez nous, tout près de nos côtes. Et ça, d'abord, c'est quand même une grosse découverte. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. C'est un des enseignements aussi. Donc, on a encore plus envie d'être vigilant, de le protéger. Et parmi les chiffres que tu donnes aussi, qu'on apprend, il est état de 3500 situations de collision par an. Ça paraît complètement dingue, en fait. Et on voit bien que il y a 8 à 40 morts de rorqual aussi par an. Donc, est-ce que finalement le nombre de vues a un impact? Est-ce que au sein de WWF France, vous avez senti que finalement le message portait? Alors, il est porté auprès du grand public. Pour moi, c'était vraiment l'objectif principal, c'était déjà de montrer aux gens, comme tu le dis, qu'il y a des animaux en fait dans la Méditerranée. C'est pas juste des poissons, qui sont quand même très importants aussi, mais il y a des mammifères marins et il y a le deuxième plus gros animal de la planète. Et je vais être tout à fait honnête avec toi, tout comme toi, avant de rejoindre le WWF, et pourtant je suis très calé en animaux, j'étais pas au courant qu'il y avait le deuxième plus gros animal de la planète. Plus de 20 mètres de long, quoi. Ah ouais, c'est énorme. Hein, pour l'avoir vu de mes propres yeux, je peux vous confirmer que c'est énorme. Donc j'étais pas au courant de ça, et je trouvais ça ahurissant qu'on sache pas qu'il y ait autant de vie et que ce soit aussi dense comme mer. Et je pense que la première chose à faire pour avoir envie de la protéger, c'est de montrer qu'il y a des habitants dedans, et en plus de ça, qui sont symboliques. Je veux dire, les gens vont moins. Enfin, c'est triste à dire, mais on va être moins. On va avoir moins l'envie de protéger un poisson. On peut demander à n'importe qui dans la rue, il ne va pas te dire oui, moi je veux absolument sauver les poissons, mais je veux sauver les baleines. Là, on va avoir tout de suite beaucoup plus de monde qui vont être intéressés. Et donc ça démarre par là. Et après, le film évidemment met en avant les solutions pour montrer qu'il y a de l'espoir. Et effectivement, après ça va être un travail de fond pour réussir à les imposer. C'est une espèce en voie d'extinction, le rorqual? Alors, plus maintenant. Ça l'a été, c'est surtout la chasse à la baleine qui avait vraiment décimé les populations à l'époque. Et ça, pour le coup, ils ne sont pas concernés, en tout cas ceux qui vivent en Méditerranée. En Méditerranée, Denis l'explique à la fin du film, c'est que non, la population malgré tout reste stable, mais avec l'évolution du trafic maritime et cette pollution plastique, on ne sait pas jusqu'à quand ça va être le cas. Et dans tous les cas, il faut prendre le problème à la source avant même que ça disparaisse. D'autant que là, en plus, il y a une info qui est sortie récemment, c'est que le Japon autorise la chasse à la baleine, et précisément le rorqual commun, de nouveau, et c'est ce qui avait causé littéralement la perte de l'animal.
Mais après, voilà, c'est un tout. Le rorqual, lui, c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie. En fait, quand on protège le rorqual, on protège toutes les espèces qui se trouvent en dessous de lui dans la chaîne alimentaire. Donc, réduire notre plastique et toutes ces choses-là sont des éléments essentiels pour protéger la Méditerranée. Alors, il y a plusieurs séquences assez fortes dans ce film. Des images très stylées. Alors, donc, tu évoquais celle de la balise que vous arrivez à ventouser sur le dos de l'animal, mais il y a aussi des plans aériens qui sont assez balèzes, réalisés au drone, j'imagine. Tu peux nous en parler et nous expliquer un peu comment tu as réussi à faire ces plans séquences dignes d'Hollywood. Oh, j'aimerais bien. Et alors oui, comme tu dis, du coup, j'ai fait beaucoup de vidéos en drone parce que moi, par exemple, je n'ai pas l'autorisation d'aller plonger avec les animaux. En Méditerranée, il faut savoir que si vous êtes plaisancier et que vous voyez des globicéphales, des dauphins ou des baleines, c'est interdit de se mettre à l'eau aux côtés des mammifères pour leur sécurité. Donc, le meilleur moyen de les filmer, pour moi, c'était directement depuis les airs avec un drone. Donc, pour la petite histoire, en fait, on part littéralement plusieurs semaines en mer. On voit pas la terre, on n'a plus de réseau. La mer Méditerranée, malgré tout, ça reste quand même vaste. Et une fois qu'on a repéré un animal, donc le bateau est équipé d'une plateforme surélevée. Donc on est vraiment assez haut par rapport au niveau de la mer. Et en fait, nos équipes peuvent repérer le souffle d'un rorqual au loin. Dès qu'on l'a repéré, moi, je vais envoyer mon drone en pleine mer. Donc il y a toujours des risques, évidemment, de perdre son drone en mer parce que ça bouge, la position. Combien t'en as craché? Jamais. J'en ai jamais craché. Mais je vais pas balance, mais Denis en a craché plusieurs. Et donc voilà, une fois qu'on a repéré ça, moi j'envoie mon drone au loin et c'est là où j'arrive à repérer cette grosse tache au milieu de l'immensité bleue et je me concentre dessus et souvent c'est un rorqual. Et après, comme tu dis, effectivement, il y a eu un plan séquence qui était littéralement mon plus beau plan aujourd'hui. On a essayé d'approcher une baleine parce que voilà, pour poser, comme tu dis, une balise avec des ventouses, je précise bien ventouses parce qu'on peut penser souvent que c'est des harpons ou ça. Non, c'est des ventouses, ça fait pas mal à la baleine et ça se détache tout seul. Pour réussir à poser une balise dessus, il faut approcher la baleine. Et pour approcher la baleine, ça c'est vraiment une histoire pas simple parce que en fait, elle s'éloigne à chaque fois et elle plonge entre 10 et 20 minutes et elle est à la surface 2 minutes. Et quand elle plonge, elle peut ressortir 3 km plus loin, à l'est, au nord, bref, on ne sait pas quoi. Et celle-ci qu'on avait repérée, ça faisait littéralement 1 heure qu'on essayait de poser la balise sur elle. Denis commençait un peu à râler et donc j'ai dit à Denis, écoute, tentons le tout pour le tout. Il y a un dauphin en fait qui tourne autour du bateau. Donc ce que je te propose, c'est que j'envoie mon drone et que mon drone suive le dauphin. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est suivre le drone que tu vois du coup depuis les airs. Donc je précise que là, on n'est pas sur le Blue Panda, on n'est pas sur le voilier, on est sur un petit pneumatique parce que sinon c'est littéralement impossible. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé mon drone. Le dauphin est parti loin devant et Denis, lui, en levant les yeux au ciel, suivait tout simplement le drone qui voyait devant lui. Et alors pourquoi on a fait ça? C'est parce qu'on sait que les dauphins, ils adorent aller s'amuser auprès de choses qui sont plus grosses qu'eux. Donc là, souvent, c'était soit notre bateau. Et s'il s'en va, c'est que c'est pas notre bateau, donc c'est qu'il y a autre chose dans les parages. Et en suivant le dauphin, du coup, depuis mon drone, avec Denis qui le suivait derrière, donc moi j'étais aussi sur le même bateau que Denis, j'ai vu une ombre apparaître sur mon écran. Le dauphin disparaît, une ombre apparaît, alors on aurait pu croire carrément que le dauphin avait évolué. Vraiment, il avait pris 20 mètres comme ça d'un coup. Et là, un rorqual apparaît, il lâche un souffle énorme. Donc j'ai une apparition de rorqual dans l'eau, ce qui est impossible si on ne suit pas un dauphin. Ou alors, il faut vraiment jouer au loto, parce que c'est tellement vaste que c'est impossible d'être vraiment à l'endroit où la baleine va sortir. Et donc à ce moment-là, je suis comme un dingue. Je dis à Denis, mais je crois que c'est un rorqual, parce qu'en fait, avec le reflet du soleil, je ne me rends même pas trop vraiment compte de ce que je suis en train de filmer. Et Denis se met à accélérer. Et en fait, grâce à cette avance qu'on a pu prendre, Denis et Seb, qui pose la balise, en fait, ont pu arriver à temps au niveau de la baleine, poser la balise, la baleine qui plonge, et le plan se termine du coup avec le même dauphin avec lequel on avait commencé, et notre bateau. Donc tout ça sur une seule séquence. J'ai un dauphin qui nage, une baleine qui apparaît, le bateau qui arrive, une pose de balise réussie, et une baleine qui replonge avec la balise sur le dos, et notre bateau qui s'en va avec le dauphin. Et qu'est-ce que tu ressens au moment où tu filmes tout ça? Tu arrives à te canaliser, à rester concentré sur ce qui se passe? Tu as conscience de ce qui se passe, que ça va devenir le plan très fort du film? Ouais, je suis un peu comme un ouf. Même Denis et Seb, ils sont comme des oufs en mode tatoueux et tout. Je dis ouais. Et là, on a en fait on a le stress parce qu'il faut récupérer le drone.
Et récupérer le drone, ça veut dire récupérer l'image, en fait, récupérer le rush. Ne pas couler le drone. Voilà, ne pas couler le drone. Mais il suffit d'un faux mouvement de ma part ou de Seb qui le récupère à la main et c'est fini, quoi. Le drone, il part dans la mer. On s'est posé calmement, on l'a fait très lentement, donc il y avait quelques vagues, mais ça allait. Et on a pu récupérer le drone. Et là, là j'ai fait des sauvegardes dans tous les sens, j'ai mis la carte à l'abri et bon, on était juste trop heureux, quoi. Sur l'utilisation du drone, bon, c'est sûrement très réglementé aussi parce que ça peut être une pollution sonore hein, pour les espèces animales, mais tu as fait une autre photo très réussie grâce à un drone. C'était une tortue lutte en Guyane. Raconte-nous rapidement comment tu as pu approcher cette espèce qui est en voie de disparition ou Ouais. protégée grâce à cet outil. Alors effectivement, ouais, la tortue lutte est extrêmement menacée et elle est forcément très protégée pour plusieurs raisons, notamment juste le braconnage d'œufs sur les plages, l'attaque de chiens errants sur les plages quand elles viennent pondre, et surtout la pêche, parce qu'elles se font capturer en fait accidentellement dans les filets de pêche. Donc la tortue lutte, et comme les tortues marines en général, sont extrêmement menacées. Et du coup, pour celle-ci, effectivement, je me suis rendu en Guyane, et tous les ans, elles viennent pondre en fait sur les plages. Les tortues viennent pondre de nuit, donc c'est très difficile en fait de les filmer, de les photographier, parce que déjà sachez-le, il est interdit de mettre des lumières blanches, euh, en tout cas pour voir les tortues, ça peut les rendre aveugles, donc en fait de nuit, on peut pas les filmer, on peut pas les photographier, ou alors avec des lumières rouges, mais donc ça gâche toute la photo. Mais là, la chance que j'ai eue, c'est que cette tortue que j'observais pondre depuis au moins 1 heure, 2 heures, il devait être 5 heures du mat quand j'ai commencé, ou 4 heures, je sais plus, le soleil a commencé à se lever progressivement. Et au moment où elle a commencé à repartir vers la mer, j'avais une bonne lumière. Donc j'ai pu envoyer mon drone assez haut quand même pour pas, comme tu dis, la déranger. En fait, ce qui est bien avec le Mavic 3, c'est que tu as un zoom x3. Donc je peux quand même être haut et quand même filmer et photographier ma scène. Et donc j'ai vraiment voulu photographier cet instant où la tortue repartait à la mer. Parce qu'il faut savoir que en fait, pondre pour elle, c'est un calvaire. C'est des animaux qui peuvent peser jusqu'à 700 kilos. Elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de jambes. Donc elles doivent sortir de l'eau et glisser avec leurs nageoires. C'est l'enfer sur la plage. Donc juste le temps pour elle d'arriver à l'endroit de sa ponte, ça lui a pris 40 minutes. Puis après, il faut qu'elle se tourne, qu'elle fasse un trou. Ça dure des heures, elle en peut plus. C'est vraiment, enfin, c'est des animaux qui sont pas faits pour être sur le sable. Hein, c'est juste pour pondre en fait. Donc moi, ce que j'ai voulu illustrer avec cette photo-là, c'était vraiment le retour à la liberté de l'animal, parce que ça peut être moche une tortue lutte quand on la voit comme ça sur le sable. Ça ressemble à un dinosaure. C'est pas pour rien que c'est la plus grosse tortue marine du monde. C'est qu'on dirait vraiment un dinosaure et c'est vraiment pas très beau. Mais une fois que c'est dans l'eau, c'est hyper majestueux. Ça nage super bien, ça va super vite. C'est vraiment fait pour ça. Et donc, c'était tout l'intérêt de cette photo vue de haut. C'était d'illustrer d'un côté la plage et de l'autre côté la mer. Alors, Dominique évoquait l'évolution de ton regard et ta connaissance toujours accrue sur les espèces que tu filmes et photographies. Grand spécialiste de la photo sous-marine, Alexis Rosenfeld, qui te suit depuis tes débuts, évoque pour sa part ton style, qui t'octroie une place à part dans le domaine de la photographie animalière. Hugo, au départ, quand je l'ai rencontré au WWF sur une mission Cap Cétacés, on travaillait sur les mammifères marins en Méditerranée, c'était plutôt un médiaman, c'est-à-dire un gars qui touche à la photo, à la vidéo, un peu au 360, il faut faire du son. Et globalement, c'est des gens qui sont techniquement très bons, mais je les ai jamais, en touchant à tout, on peut pas tout bien faire. Donc, il y a peu de, pour moi, en général, il y a peu de style derrière cela. Et là, lui, il a tout pris et il gère comme un petit dieu, un jeune petit dieu. Donc, la photo, il a créé un style. Il travaille de manière admirable avec son style et surtout, il a réussi à faire quelque chose de différent en animalier, c'est qu'il a donné un regard aux animaux. Donc, on parle toujours du regard du photographe et là, Hugo, il donne le regard aux animaux. Il appuie sur son traitement et sur sa technique de prise de vue. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et après, le côté film, où moi, je suis quand même beaucoup moins, je dirais, compétent, mais pour autant, j'ai vu Rorqual, qui est le dernier film qu'il a fait, et je sais dans quelles conditions. C'est admirable, c'est-à-dire de faire un film après coup, en faisant de la récupération, et d'arriver à créer une narration aussi sympa que celle-là, où on ne s'embête pas, où on a envie de revoir le documentaire, où on le partage, et où, dans tous les cas, ça a un super engagement. Moi, je
Je sais pas comment il fait d'ailleurs, hein, je suis très admiratif. Alors par contre, le petit secret pour Hugo, c'est pour ça qu'il ira jamais très loin dans les images en mer ou sous-marine, même s'il a une grande volonté, c'est qu'il a le mal de mer. Il a le mal de mer. Donc, 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 il n'y a pas de compétition avec personne. Nous, on fait les photos et Hugo, il est dans la banette, tout blanc. Ça travaille le mal de mer, hein, normalement. Ouais, ça se travaille. C'est marrant qu'Alexis dise ça parce que lui aussi, il a le mal de mer. Pour un photographe sous-marin, c'est encore plus paradoxal, je trouve. Et la photo sous-marine, alors, c'est pas encore d'actu pour toi ou c'est une ambition? Ouais, c'est honnêtement une ambition et c'est d'ailleurs prévu pour cette année. Je vais essayer de photographier mes premières baleines sous l'eau. En fait, pour tout vous dire, l'animal qui m'a toujours fait rêver quand j'étais petit, et je pense que c'est aussi en partie grâce au film Océan de Jacques Perrin, c'est les baleines, hein. C'est des animaux extraordinaires qui sont dotés d'une intelligence rare, qui communiquent entre eux, et en plus leur taille, et je trouve ça juste majestueux. Et j'ai toujours filmé mes baleines depuis les airs, même des baleines à bosse que j'ai filmées en Islande, depuis les airs. Donc il y a un sentiment d'inachevé, de pas vraiment pouvoir les entendre, parce qu'on les entend que quand on a l'oreille dans l'eau. C'est quelque chose qui me manque et qui, moi, me ferait vraiment vibrer. Donc cette année, je vais tenter de photographier mes premières baleines, ouais, sous l'eau. Alexis, il parle de ton style. Comment tu nous le définirais? Comment tu nous l'expliquerais, ton style? Effectivement, ouais, donc j'ai un style assez particulier. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi de me faire connaître sur Instagram. Quand j'ai voulu me lancer dans la photographie, donc ça, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je dis souvent, mais je suis pas forcément passionné de photographie à l'origine. Moi, je suis vraiment passionné par la faune sauvage. Et l'échange thermique aussi. Hein. Le génie thermique aussi, ouais, beaucoup, ouais, les éoliennes. En fait, ce qui me plaît, qui me passionne, c'est la faune, c'est les animaux. Et il me fallait quelque chose pour me rattacher à ça. Et le jour où j'ai commencé à faire de la photo, alors évidemment, j'ai adoré, parce que je continuerai pas aujourd'hui si ça me passionne pas, enfin si ça me plaît pas. C'est le jour où j'ai commencé à faire de la photo, je me suis dit, mais trop bien, je peux faire enfin quelque chose qui me relie à ma vraie passion. Et en me lançant sur Instagram à l'époque, en plus de ça, j'avais même pas de compte, je me suis rendu compte qu'il y avait des centaines de milliers de photographes animaliers dans tous les sens. Comment créer sa place là-dedans? Puis c'est surtout pas forcément créer sa place, hein. Je cherchais pas en me lançant à me dire je veux être photographe animalier, je vais en faire mon métier. Chat mignon. Photo de chat mignon. Une photo de chat mignon, oui, aussi. Ouais. Moi, j'en ai pris, mais des plus gros. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est si je me lance dans quelque chose, c'est que je veux me différencier. J'ai envie de faire quelque chose qui me soit propre, qui ait mon propre regard. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler un style. Moi, ce qui me fascine chez les animaux, c'est quand je croise leur regard. Et il y a toujours quelque chose. Et c'est ce que je voulais vraiment mettre en lumière à travers mes photos. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a souvent ce côté un peu sombre et lumineux, avec ces regards aussi qui sont perçants. C'est que voilà, je cherche à mettre en avant une émotion. Et c'est souvent l'émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Que ce soit une émotion de peur, de tristesse ou d'émerveillement. Les animaux arrivent à retransmettre tout ça à travers leur regard. Et c'est effectivement ce que j'essaye de mettre en valeur. Tu parlais de Jacques Perrin comme influence. Est-ce qu'il y a des photographes qui t'ont marqué aussi ou que tu as découvert au travers de comptes Insta peut-être ou de livres ou même de documentaires? Ouais, il y a Paul Niclen qui, forcément... National Geo. National Geographic, ouais, et puis il fait des photos sous-marines extraordinaires. Et moi qui suis passionné par la faune marine, j'étais comme un gosse quand je découvrais ses livres quand j'étais petit. Et il y a aussi, alors lui il est moins connu en France, il s'appelle Michele Bavassano. Il s'est fait connaître sur Instagram aussi, il a un style aussi très particulier. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut y trouver des similitudes au mien parce que je me suis pas mal inspiré de lui. C'est qu'il fait des plans très serrés des animaux, ou pareil, très détaillés, il capte aussi les regards. C'est juste qu'il a une colorimétrie du coup qui est différente de la mienne. Et donc, ouais, je me suis pas mal inspiré de lui et de Paul Niclen. Alors, c'est pas vraiment une inspiration parce que j'ai pas encore fait de photos sous-marines, mais c'est en tout cas des photographes que j'apprécie beaucoup. Alors nous, tu sais, il ne faut pas pousser les ISO, on est un peu geekos. Et du coup, on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans ton sac photo. Donc, tu as évoqué, tu travailles aussi bien avec du full frame que du micro 4/3. Déjà, est-ce qu'il y a des moments où tu travailles avec un système et à d'autres moments avec l'autre? Ouais, évidemment. Généralement, en fait, quand je pars en full frame, j'ai vraiment décidé de partir en full frame, j'ai prévu d'être encombré. Donc, avec moi, j'ai un 6600 mm Sigma qui me permet d'avoir une plage focale assez exceptionnelle. Donc, même si l'animal se rapproche de moi, je peux le photographier. Mais je suis un peu un flippé de la vie, donc je veux toujours un backup.
Et donc en backup, pour pas trop me casser le dos, bah, j'embarque ici avec moi mon G9 II avec le 100-400 mm Leica, ce qui me permet, au cas où mon S5 II et mon 60-600, je dis n'importe quoi, mais des fois quand on marche dans la jungle, on peut se prendre une branche ou quoi et ton objectif il est cassé. Là, je suis dégoûté. Et donc, voilà, j'ai toujours un backup qui me permet aussi de continuer de travailler, en fait, tout simplement. Par contre, il y a des voyages qui sont pas forcément à la base des voyages photos. C'est que j'ai aussi du mal avec ça, c'est dans ma vie personnelle, quand je pars en vacances, que ce soit avec ma copine ou avec des amis, inconsciemment, je vise des endroits où il y a quand même des animaux. Donc, dans le doute, j'emporte aussi avec moi un appareil, et c'est souvent le G9 II avec le 100-400, ce qui me permet de faire des images. Et là, récemment, j'étais dans la forêt de séquoia, donc les plus grands arbres de la planète aux États-Unis. Toutes mes randonnées, j'avais mon G9 II avec moi et mon 100-400. Et heureusement, parce qu'un beau soir, je suis tombé nez à nez avec une ours et son ourson. Si j'avais pas eu mon G9 II, alors oui, certes, j'aurais contemplé avec les yeux, mais j'aurais été frustré. Et là, tu parles du G9 II, du S5 II, donc c'est des versions récentes, à la fois en 24-36 et micro 4 tiers de boîtier Lumix, qui ont pour la première fois de la détection de phase. Alors, puisqu'on parle de matos, est-ce que toi, tu perçois des changements, des améliorations au niveau de l'autofocus, et est-ce que tu te sers d'outils tels que la détection des yeux, toi qui aimes, qui est un portraitiste, on va dire, animalier? Ouais, évidemment, ouais, il y a une diff énorme. J'ai énormément travaillé avec le S1R à l'époque, qui avait une résolution énorme en termes de pixels, qui est donc hyper adapté à mon style photo. Et malgré tout, donc, je prends l'exemple, c'était il y a 2 ans quand je suis parti en Inde pour photographier le tigre, donc j'avais un S1R avec moi et un S5 II. J'ai voulu être le têtu qui reste sur son S1R, sauf que le tigre, il se déplace quand même assez vite, et j'ai raté énormément de photos avec mon S1R parce que le tigre, malgré tout, en été, la jungle, elle n'est pas luxuriante, elle n'est pas verte, donc il est à peu près la même couleur que les arbres, le sable, etc. Et donc l'autofocus du S1R ne suivait pas tout le temps. Et donc j'ai raté beaucoup de photos. Donc à ce moment-là, je me suis décidé quand même de dire, bon, je vais tester le S5 II avec son nouvel autofocus, quitte à perdre en résolution, c'est pas grave. Et j'ai été bluffé, en fait, avec la détection par phase et, comme tu dis, des yeux. Mon sujet, il était complètement suivi et je pouvais shooter en rafale sans perdre le focus. Et depuis, je n'utilise plus le S1R, je reste sur le S5 II. Et ça marche sur les gorilles? Non. Alors là, c'est là, en fait, on rapprend aussi à prendre des photos. C'est que l'autofocus ne sert à rien dans la jungle. Pour prendre en photo une ombre, il faut y aller manuellement, essayer d'être rapide et voilà, quoi. Parmi les optiques que tu utilises, il n'y a jamais de grand angle. Là, tu parles beaucoup de téléobjectifs. Tu prends jamais un grand angle avec toi, même dans la forêt. Peut-être si tu retournes voir les gorilles, vu la densité végétation que tu évoquais, ça te fait pas revoir un peu ta copie par rapport à ça? Alors, le plus grand angle que je prends, c'est un 70-200, donc c'est pas un grand angle. Non, parce Non. que généralement, en fait, tous mes sujets sont très loin de moi. J'ai réussi à faire une belle photo de gorille, malgré tout, lors de mon dernier tournage, honnêtement, je pense que je vais inscrire en concours parce qu'elle est exceptionnelle. En fait, c'est que des feuilles. Et si tu te concentres sur la photo, tu vois des yeux et un nez qui me regarde. Mais alors vraiment, au premier abord, tu vois pas le gorille. Et ça, je l'ai pris au 200 mm à fond. Et pourtant, l'animal semble toujours loin de moi. Et là, si j'avais pris un grand angle, autant te dire que tu voyais rien. Mais je commence malgré tout à faire des photos. En tout cas, mon style, je pense qu'il évolue un peu parce que j'essaye de faire moins des plans serrés comme je faisais avant. Puis je pense que j'ai aussi fait le tour. J'ai pris énormément de photos en plan serré. Quand tu as 25 plans serrés d'un lion, tu l'as, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'en refaire 50. Donc j'essaye aussi, comme tu dis, de dézoomer un peu. C'est pour ça que le 6600 mm de Sigma est génial. C'est que je peux aussi, du coup, essayer d'avoir le décor avec moi, comme des arbres ou peut-être même le ciel ou une montagne derrière. C'est des choses auxquelles je m'essaie de plus en plus. Et toi qui vas dans des environnements un peu tropicaux ou très humides, comme peut-être une forêt camerounaise, comment tu gères la protection de ton matos? Est-ce que ça résiste bien et comment tu l'entretiens sur place ou tu le manipules? Alors, pour l'anecdote, j'ai quand même testé plusieurs boîtiers. J'ai aussi déjà testé du Sony et en comparaison au Lumix, c'est assez impressionnant. La tropicalisation des Lumix est juste extraordinaire. Je n'ai jamais eu de problème, même de la buée qui se met sur le capteur, etc. Ça tient super bien. Donc j'avoue que à terme, je les protège de moins en moins puisque ça tient bien, quoi. Bon. Alors, on va parler maintenant de l'organisation de tes voyages.
Sam Samini t'a accompagné sur pas mal de tes destinations. Il était notamment là quand tu as photographié les tigres en Inde, un voyage et une rencontre animalière qui l'ont particulièrement marqué. Pour l'organisation d'un voyage, en général, on s'occupe nous-mêmes de toute l'organisation. On se renseigne pas mal de notre côté pour trouver le meilleur itinéraire, la meilleure zone par exemple, et la meilleure période de visite. Pour le tigre, on s'est renseigné sur les réserves naturelles protégées, on s'est basé sur l'expérience de photographes animaliers, et on a fait beaucoup de recherches sur Internet. Une fois sur place, il faut s'acclimater au pays, à la culture. Autant dire que l'Inde était particulièrement difficile à vivre à l'arrivée. On a vécu vraiment un périple avant d'arriver à la réserve naturelle. Quand on est enfin arrivé dans la réserve naturelle, on s'est complètement déconnecté et ça nous a vraiment fait du bien. Ensuite, on a rencontré le guide qui nous a fait entrer dans la jungle. Et la barrière de la langue posait pas vraiment souci parce qu'il connaissait notre objectif et il connaissait tous les recoins de la jungle, donc il a pu nous montrer toute son expérience. C'est là que j'ai pas mal d'anecdotes qui me viennent à l'esprit, mais il y en a une qui m'a vraiment marqué. En fait, on est arrivé à un spot, à un moment, super dégagé, il n'y avait pas beaucoup d'arbres autour, et il y avait une mare, et dans cette mare, au milieu de la mare, il y avait un tigre énorme. On en avait vu des tigres jusqu'à ce moment-là, mais là, il y avait une ambiance vraiment particulière. Il nous regardait directement et je me sentais un peu paralysé. Et à côté de moi, il y a Hugo qui est la tête dans son appareil en train de prendre ses photos et moi, je suis là à ne plus bouger. Et c'était impressionnant. Le tigre, il faisait des bruits. C'était un mix entre grognement et ronronnement. Mais ça pouvait résonner, je pense qu'on pouvait entendre ce bruit à des centaines de mètres. À un moment, il se lève, et j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu la sensation qu'il allait nous sauter dessus. Mais au final, ça va, il trace sa route, et il part à un endroit où on ne peut pas vraiment le suivre. En fait, il monte sur une colline. Et je ne l'ai pas précisé, mais c'était le matin, donc le soleil était en train de se lever. Et quand il monte sur la colline, il y avait le soleil juste derrière lui, donc ça a fait vraiment une scène magnifique. Et j'ai vraiment pu en profiter avec mes yeux. Chaque seconde, j'en ai profité. C'est une de tes plus belles rencontres, ça, le tigre? Honnêtement, ouais. Et en plus, celui-là, il a un nom parce que, évidemment, s'il est énorme comme ça, les guides locaux le connaissent. Il s'appelle Rocky. C'est le plus gros mâle de la région du Rajasthan. Donc, son territoire, il s'étend sur plus de 100 km². C'est juste énorme. Et le fait d'avoir pu échanger ces 10-15 minutes avec lui, à l'entendre, comme disait Sam, ronronner, grogner. En fait, il était en train de boire. Et juste le simple fait de boire, il pousse des petits cris. C'est juste hyper impressionnant. Et tu sens juste la puissance de l'animal juste à sa respiration, quoi. Et alors oui, alors Sam, lui, on a beaucoup profité avec ses yeux. Bon, moi, j'étais un peu comme un dingue avec mon appareil. Je voulais faire forcément mes plus belles photos et vidéos parce que ce moment où il s'en va avec le lever du soleil dans le fond, où il devient même lui, il devient littéralement une ombre, j'ai réussi à le filmer. Donc ouais, pour moi, c'était juste exceptionnel. Et à quel moment tu sais que tu vas filmer ou photographier? Parce que c'était intéressant ce que disait Alexis aussi, qu'au départ, il te voyait comme un médiaman, donc quelqu'un qui va essayer de tout faire, mais qui finalement va pas forcément le faire avec un style, et qui petit à petit s'est approprié à la fois la photo, à la fois la vidéo, avec du style. Mais sur le terrain, à quel moment tu décides en amont ce que tu vas faire? Oui, d'ailleurs, je voulais revenir là-dessus parce qu'il dit que je fais tout parfaitement. Alors, c'est pas vrai, hein. Je suis pas du tout le meilleur vidéaste et je suis pas du tout le meilleur capteur de son, même photographe, hein. Je pense je peux toujours apprendre et toujours évoluer. Et je vois, hein, je compare aussi mon travail beaucoup avec par exemple, je prends Bertie Gregory de Disney+. Moi, je suis à des années-lumière de lui, hein. Je recommande à tous nos auditeurs d'aller voir ce que fait Bertie Gregory, qui est vidéaste du National Geo, qui fait des choses incroyables, et notamment une chasse d'orques, pour le coup, j'ai ma langue à fourcher tout à l'heure, en Antarctique, qui est absolument incroyable. Oui, donc non, Alexis, je fais pas tout bien et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et alors, à l'époque, sur Instagram, les photos suffisaient. En tout cas, c'était ce qui était le plus mis en avant par rapport aux vidéos. Je me souviens que je pouvais faire un post qui faisait 10 000 likes avec 10 fois moins, voire 20 fois moins d'abonnés qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je publie une photo, un carousel photo classique. Je vais faire 3000 likes alors que j'ai 20 fois plus d'abonnés.
Mais par contre, les vidéos, elles peuvent exploser. J'ai du coup une de mes vidéos de tigre, justement, qui a fait plus de 6 millions de vues. Ce qui me fait en fait réfléchir sur mon travail sur le terrain parce que moi, à la base, je fais ça pour partager ma passion. Si je fais des photos, c'est aussi pour partager mes rencontres avec le grand public et avec mes abonnés. Donc, si je fais des photos qui sont moins vues que des vidéos, je vais réfléchir à 2 fois. Malgré tout, j'adore faire de la photo aussi. Donc, en fait, sur le terrain, je fais mon shooting d'abord photo. Une fois que je sais que j'ai des bonnes photos, je vais swap, je vais me mettre en vidéo. Et ce qui est génial, par exemple, avec le G9 II, c'est que maintenant, je peux faire de la 4K 120. Donc, même si je filme 1 minute, moi, j'ai quand même une belle séquence. Mais c'est un peu, délicat comme position. Donc, tu évoquais là une vidéo qui a fait 6 millions de vues. C'est complètement délirant. Et d'un certain point de vue, ça met des idées dans la tête des gens qui, eux aussi, vont vouloir aller au plus proche de ces animaux sauvages. Est-ce que c'est pas un peu contre-productif quand même tout ça? Je pense que c'est comme pour la photo, quand on partage une belle photo de tigre. Oui, c'est le même Ouais, raisonnement. c'est le même raisonnement. Alors oui et non, parce que d'un côté, si on n'est pas là pour montrer la beauté de la nature au monde, est-ce que finalement tu aurais envie de le protéger? Sachant que tu es à Paris, tu vois que des pigeons et des rats. Est-ce que... Et des corbeaux. Et des corbeaux, bien sûr. Private joke. Et des renards aussi, si tu vas au cimetière. Bon, tout ça pour dire que moi, je pense que le métier quand même de photographe animalier, il a une importance parce qu'il nous dévoile la beauté de ce monde. Et si on a envie de se bouger et de faire quelque chose, il faut aussi pouvoir se rendre compte forcément de ce qu'il y a à protéger. On en parle souvent avec des photographes animaliers, hein, Vincent Munier. Le premier s'est désolé de l'impact sur le tourisme de masse autour de la Panthère des Neiges suite à son film, tout en disant après comme toi que il reste convaincu qu'il faut aussi savoir montrer avant tout la beauté du monde. Donc j'imagine que c'est un dilemme qui doit animer toute votre population de photographes animaliers. Ouais, c'est sûr, surtout quand on voit les dérives du tourisme à certains endroits. On en parlait tout à l'heure, le requin-baleine qui était au Mexique, il y a des vidéos où on voit des gens sauter dessus. L'idée aussi derrière ça, c'est que quand je fais des vidéos et que je publie des photos, des vidéos, c'est que je mets toujours en description des choses saines, expliquer que voilà, j'ai pas du tout dérangé l'animal, j'étais à distance. Souvent, je montre en plus que l'animal est loin parce que j'aime bien amener la caméra de mon téléphone directement dans l'objectif, le viseur pardon, de l'appareil. Donc on se rend compte qu'il est loin. On se rend compte aussi qu'on fait pas de bruit. Donc toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses un peu logiques, mais ça peut éviter à certains abrutis, hein, littéralement, de peut-être prendre conscience que c'est pas bien de sauter sur un requin-baleine. Pas de commentaires. Tu as réalisé aussi beaucoup de photos en Afrique du Sud, les espèces emblématiques du Big Five. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous raconter? Oui, pour te dire, l'Afrique du Sud, ça a été aussi un point clé, je pense, dans ma carrière de photographe. C'est la première fois que je suis parti en Afrique, mon premier safari. Donc forcément, j'avais en tête de photographier le roi des animaux, le lion. Et c'est là aussi où ça remet un peu les pieds sur terre, c'est que la nature n'est pas facilement accessible, même en safari quand on est dans une voiture. C'est que les animaux vivent leur vie et on ne tombe pas tout le temps sur eux. Et j'ai bien cru que j'allais repartir sans mes photos de lion. Mais il faut croire que j'ai toujours de la chance. Je ne vais pas me porter l'œil, hein, mais j'ai vraiment beaucoup de chance à chaque fois quand je pars faire mes photographies animalières. C'est que le dernier jour, je vois beaucoup de corbeaux et de vautours voler en cercle en fait au loin. Et là, je dis à notre guide, je pense qu'en dessous, il y a quelque chose. Et il me confirme, il fait, ouais, si, il y a ça, c'est qu'en dessous, il y a quelque chose. Donc en fait, on se dirige là-bas et on tombe sur une scène qui est juste incroyable. Alors certes, j'avais pas vu de lion avant, mais ça valait vraiment le coup parce que je ne suis pas tombé sur un lion, je suis tombé sur littéralement 20 lions, donc des lionnes, un seul mâle avec sa grosse crinière et plein de petits lionceaux qui venaient en fait de finir une chasse. Donc il y avait un buffle qui était au sol et le gros mâle, donc on peut souvent penser que les lionnes ne chassent pas, mais le gros mâle chassait et il était épuisé et il avait du sang partout sur lui. Qui venaient en fait du coup tout juste de terminer leur chasse et donc j'ai assisté à un festin de lions. Ce qui m'a fait aussi un peu de peine, c'est qu'au loin, il y avait une lionne qui était blessée et qui n'a même pas pris part du coup au repas. Et donc j'étais comme un poisson dans l'eau, hein. J'ai pu faire énormément de belles photos de lions ensanglantés en plus de ça.
Voilà. Et tout à l'heure, Sam disait à quel point il s'était émerveillé du spectacle du tigre de ses propres yeux, donc sans l'obstacle d'un viseur. Est-ce que toi, tu arrives parfois à mettre le matériel de côté et savourer des moments de tes propres yeux aussi? Et, c'est une bonne question parce que je pense que c'est quelque chose aussi qui peut me peser dans ce métier. Et puis, je vais même parler en particulier des réseaux sociaux. C'est qu'il y a un délire, on est tout pour le buzz. Je veux absolument faire la meilleure vidéo, la meilleure photo pour toucher le plus de monde. Ça devient presque addictif, hein. C'est vraiment nocif, hein, d'un côté, les réseaux sociaux pour ça. Et parfois, j'aimerais bien, franchement, lâcher l'appareil et juste profiter de l'instant. Mais j'ai peur d'avoir ces regrets. Et en plus, il suffit que l'animal se mette à prendre une pause de dingue et tu te dis, putain, j'ai pas pris ma photo. Donc, ouais, non, honnêtement, ça me pèse. Et des fois, je regrette même, hein, parce que avant, quand je voyais des animaux, bah, j'avais pas d'appareil photo, j'étais pas photographe animalier. Et donc, je me créais des souvenirs différents. Dans tous les cas, j'ai quand même des souvenirs parce que je peux même revoir mes photos et mes vidéos. Donc, je sais ce que j'ai vu à travers mon viseur. Mais oui, c'est un sujet. Et je pense que c'est un sujet pour tous les photographes animaliers. C'est qu'à la fin, on devient accro en fait, à la photo et à la vidéo. Et on n'arrive plus forcément à apprécier le moment présent. Bon, bah, la transition est toute trouvée, hein, puisque au-delà de ton activité, de ton engagement, on le comprend bien, la photographie est pour toi une passion et tu nous l'as expliqué, c'est difficile, voire impossible pour toi de te détacher de ton matériel. Ta compagne, Lauriana Desmond, qui partage ton quotidien, peut en témoigner. Hugo, moi j'en ai une vision, j'ai un peu la face cachée de l'iceberg puisque je vis avec lui au quotidien et je vois comment il organise son activité. Et c'est vrai que puisqu'il est salarié au WWF la semaine, les réseaux sociaux finalement c'est une activité qui fait le week-end, c'est du plus et c'est quelqu'un d'hyper perfectionniste. Donc il va pouvoir passer son samedi et son dimanche sur une seule vidéo et très souvent il va me montrer genre 10 versions du truc, il y a juste un mot qui change et c'est pas grave, il le refait quand même, jusqu'à ce qu'il soit hyper satisfait. Et il me dit que le seul fois où il le fait pas, ça marche pas nécessairement. Il a besoin que tout soit nickel. Et en fait, je pense que c'est ce que les gens voient pas nécessairement, c'est énormément de post-prod, c'est-à-dire que c'est pas que des voyages. C'est pas que, en fait, la majeure partie du temps, il est là, il fait de la post-prod, même s'il voyage beaucoup, effectivement, il monte ses vidéos. Et en fait, le problème, c'est que parfois, ça n'a pas nécessairement le résultat attendu, les likes attendus, etc. Et forcément, quand vous travaillez énormément, bah, vous attendez un résultat en conséquence. Donc, parfois, ça peut jouer sur le moral. Et puis, il ne faut pas oublier que en réalité, ok, c'est une passion et il y a beaucoup de gens qui oublient quand on fait des métiers passion que on n'a pas nécessairement envie de les ramener le week-end et que parfois ça peut être lourd de faire que travailler finalement. Et c'est vrai que sur la vie personnelle, des fois ça peut être frustrant. Il se plaint rarement, mais voilà, je sais que ça peut être frustrant et de déconnecter, c'est très dur. Mais je pense qu'il a beaucoup de chance, effectivement, de faire le métier qu'il fait. C'est incroyable. Je pense que peu ont sa chance et il s'en rend compte et c'est pour ça qu'il s'en plaint jamais. Mais je vois un peu les répercussions, même quand on part en vacances, qu'il est censé être chill et pense à autre chose. Bah, il finit par... là, on est allé aux États-Unis, il finit par photographier un ours et par faire une vidéo dessus. Il est jamais... vraiment en vacances, puisque de toute façon, si on choisit une destination et que il y a un animal sympa là-bas, il va pas pouvoir ne pas ramener son appareil, ça va être trop dur psychologiquement. Donc voilà. Ça me fait penser, Benjamin devrait peut-être prévoir toute une série d'émissions sur compagnes et compagnons de photographes, parce que finalement l'envers du décor est très intéressant aussi. Oui, puis au passage, on en profite pour remercier Lauriana pour ce témoignage, parce que c'est pas toujours évident d'avoir ce genre de point de vue, finalement, qui est très intime aussi, hein, sur ton quotidien et la face cachée, parce qu'on voit que les belles choses, entre guillemets, mais on voit que c'est un engagement à plein temps. Ouais, alors comme elle dit, c'est vrai que je m'en plains pas parce que c'est vrai que c'est un métier de passion et je vis quand même ma passion, mais il peut y avoir des moments, même les week-ends, etc., où je me dis que ça serait bien que je fasse autre chose et que je me sorte un peu la tête de ça. Et je pense que c'est même bien que je me force à le faire parce qu'à la fin, il ne faut pas que ça devienne écœurant. Mais globalement, ouais, je ne vais pas me plaindre.
quoi ça ressemble le quotidien d'un photographe animalier salarié du WWF? Et bah alors la semaine, donc les 5 jours de la semaine, je travaille vraiment à temps plein pour le WWF. Aujourd'hui, comme on l'a dit au début, c'est que je suis vraiment devenu réalisateur, donc je travaille vraiment sur mes films. Donc c'est toute la production, trouver des financements, préparer les tournages, me mettre en relation avec les équipes, euh, préparer l'équipement, engager les bonnes personnes. Bah, en fait, on se rend pas compte, mais un film, c'est pas juste filmer, c'est aussi tout ce côté de pré-production que je fais aussi finalement là où un réal, quand il va passer par une boîte de prod ou une grosse chaîne de télé, est accompagné par tout plein de gens différents. Et bon, moi, je suis un peu tout seul, même si je suis aussi accompagné d'une collègue et amie, Anissa. Euh, voilà, c'est un peu mon quotidien. C'est qu'à chaque fois, j'ai des échéances avant un tournage et il y a tellement de choses à préparer en amont que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, une fois qu'on arrive le week-end, bah là, je travaille. Alors, Lauriana parlait beaucoup de vidéos, mais aussi mes photos. Pour que je publie une photo publiquement, il faut que j'en sois vraiment entièrement satisfait. J'ai énormément, vous vous rendez même pas compte le nombre de photos que j'ai en stock que je n'ai jamais diffusées, alors qu'en vrai, ça va, elles sont bien, hein, mais elles sont pas parfaites. Et j'ai ce côté très perfectionniste, ouais, qui peut des fois être un peu relou pour le quotidien. Mais au moins, quand je sors quelque chose, je suis complètement sûr que je veux qu'il sorte et j'en suis complètement satisfait. Et la chance que j'ai aussi au WWF, c'est que j'ai quand même pas mal de semaines pour partir en vacances. Et du coup, ça devient pas forcément des vacances, ça devient la plupart du temps des tournages ou des voyages photos qui sont perso, que je fais souvent aussi en partenariat avec Lumix. Et donc là, bah, en fait, je pars en fait, tout simplement travailler, même si j'aime pas dire ce mot parce que je suis quand même heureux d'aller à la rencontre des espèces sauvages, mais je mets tout mon temps libre en fait à profit à ma passion. Oui, tu restes en éveil en permanence, quoi. Mais à quelle fréquence tu publies sur les réseaux sociaux, justement, sur ton compte Instagram ou TikTok? Je me suis toujours forcé de faire au moins une fois semaine. En tout cas sur Instagram. TikTok, c'est différent parce que c'est des plus grosses productions. Il faut vraiment que je me pose. En fait, sur TikTok, je fais quelque chose de totalement différent. C'est que je vais raconter face caméra comment j'ai rencontré cet animal, comment je l'ai pris en photo ou en vidéo. Et ensuite, je dévoile les images. Et donc, ça demande un peu plus de temps, déjà d'écriture, de film, enfin de tournage, pardon. Parce que je dois me poser devant une caméra, parler. En plus, c'était quelque chose qui n'était pas simple parce que j'aime pas me montrer. En tout cas, aujourd'hui, je progresse là-dessus. Mais quand j'ai commencé à faire ça, je publiais que mes photos sur Instagram. Et je me suis rendu compte que bah, les gens aiment bien s'identifier aussi à la personne qui a fait la photo. Et je m'en suis très vite rendu compte parce que quand j'ai commencé à faire ça sur TikTok, bah, j'ai explosé, j'ai pris 300 000 abonnés très vite. Donc voilà, donc sur TikTok, j'en fais moins. J'ai arrêté depuis un petit moment parce que j'en avais pas envie tout simplement. Et je pense qu'il faut le faire aussi quand on en a envie. Sinon, ça devient écœurant, je pense. Mais sur Instagram, c'est plus court. Donc je m'efforce vraiment de le faire une fois par semaine. C'est quoi finalement le réseau social ou la plateforme la plus importante pour toi? Est-ce que c'est les mêmes gens qui te suivent sur TikTok et sur Instagram ou est-ce que c'est deux publics totalement différents? À mon sens, c'est deux publics totalement différents, ou alors c'est vraiment deux manières de s'exprimer différemment, en tout cas vis-à-vis de mon public. Sur TikTok, je vais avoir des messages où c'est très jeune. Quand la personne va voir un truc qui est incroyable, il va dire oh, c'est un truc de ouf, c'est extraordinaire, il va mettre plein d'émojis dans tous les sens. Là où Instagram, ça va être un peu plus réservé. Je pense que je touche quand même des personnes plus âgées sur Instagram et des personnes plus jeunes sur TikTok. Et honnêtement, pour moi, les deux sont ultra importants. J'adore m'exprimer à cœur ouvert sur TikTok, parler avec les gens comme si je leur parlais dans la rue et que c'était mes potes depuis toujours. Et en même temps, sur Instagram, j'aime bien aussi garder cette image de photographe sérieux. Et donc, je pense que les deux sont honnêtement aussi importants les uns que les autres. Et sur les deux plateformes, c'est plutôt sain en termes de commentaires ou parfois tu peux tomber sur quelques trolls ou des choses qui vont t'affecter Alors au début, je faisais vachement attention à ça et je le prenais très perso. Et alors du coup, j'ose même pas imaginer les influenceurs qui ont des millions d'abonnés et qui voient ça en permanence. Ça attaque le moral quand tu vois un commentaire négatif. Et pourtant, il peut y en avoir un parmi 300. Donc c'est rien, autant négliger. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais, c'est que je néglige totalement. D'autant que j'en ai vraiment très très peu. C'est juste qu'aujourd'hui, il y a une évolution d'une technologie qui est un peu pénible, qui s'appelle l'IA. Et je faisais de la photo bien avant l'existence de l'IA. J'ai un style qui est quand même très particulier. Donc forcément, aujourd'hui,
je vais avoir le commentaire assez régulièrement sous mes trucs, sous mes publications. Ah, c'est de l'IA. Et là, ça me vexe un peu parce que quand même, je suis parti loin, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver l'animal, pour le prendre en photo, et qu'on remet ce travail à une IA. Alors oui, je pense qu'on peut faire ça avec une IA. D'ailleurs, l'IA peut faire même une photo ultra réaliste d'un guépard. Tu verras jamais la différence. Donc si tu pars de ce principe-là, oui, effectivement, tout peut être une IA. Mais bon, comme d'habitude, j'essaie de passer abstraction et limite, je préfère répondre sympathiquement à la personne pour lui expliquer que bah, voilà, je fais pas que des photos. Si tu vas voir aussi mes vidéos, tu te rends compte quand même que l'animal, il est bien vivant, il me regarde et qu'il y a une vraie rencontre derrière tout ça. Bon, et pour conclure, Hugo, c'est quoi tes prochains projets, prochaines productions, aussi bien avec ta casquette WWF qu'avec ta casquette personnelle? Mais prochainement, pas plus tard que lundi prochain, je pars en Slovénie photographier les ours. Donc cette fois, normalement, je ne serai pas à pied comme pour ma rencontre avec mon ours dans le parc national de Sequoia. Je serai en fait en affût, je vais rester en affût pendant une semaine. C'est la saison des oursons, donc j'espère en fait en croiser. Et normalement, sur 5 jours d'affût complet, je devrais pouvoir avoir ma rencontre tant espérée. Et cette fois, l'ours ne saura pas que je suis là, puisque je ne ferai absolument aucun bruit. Après ça, je partirai au Gabon pour filmer une deuxième partie de mon futur film, qui est en fait pas uniquement sur les gorilles, mais aussi sur les éléphants des forêts. Je vais vraiment me concentrer sur toute la région du bassin du Congo, qui est la deuxième forêt primaire de la planète après l'Amazonie. Et pour mettre en avant en fait tous les dangers et problèmes, alors pas que dangers, parce qu'il y a aussi des problèmes de cohabitation entre les animaux et les habitants locaux. Donc tout ça, il faut que j'arrive à le mettre en lumière, et les éléphants sont les éléphants sont les animaux les plus emblématiques après les gorilles dans cette région du globe, et ils peuvent causer certains problèmes à certains habitants. Et donc, le film va se concentrer là-dessus, expliquer pourquoi c'est bien de défendre les animaux, mais c'est aussi bien de comprendre le problème des locaux. Merci beaucoup, Hugo Ebb.